Terroir, écologie, gourmandise et bonnes adresses, bienvenue dans l'épicerie fine. Cette semaine, partons dans les Cévennes Méditerranée, un territoire particulièrement authentique. Et on se retrouve ensuite pour cuisiner. Au programme cette semaine, Kevin Soulier nous expliquera les dessous de la culture de la spiruline, puis nous rejoindrons Sophie Moreau pour la fabrication de fromage et de yaourts de brebis. À l'honneur dans Histoire de, un oignon réputé pour sa douceur. Marie-Pierre Puech nous ouvrira ensuite les portes d'un hôpital pas comme les autres où elle soigne les animaux. On terminera par le guide hédoniste avant de retrouver Guy Martin qui nous cuisinera des noisettes d'agneau rôties aux oignons doux des Cévennes. Et on commence tout de suite par Itinéraire paysan. Sous le chant des oiseaux et des cigales, dans le décor authentique de la garrigue ensoleillée, de petits producteurs concoctent quelques merveilles culinaires nouvelles et grandissantes. À Ganges, au confluent de l'Hérault, Sophie Moreau élève des brebis. Viens, Nikita. Après avoir travaillé avec différents éleveurs, c'est finalement une formation autour de la brebis laitière qu'elle a choisie avant de s'installer ici avec son mari. Toute cette histoire, ça a commencé en 1983 où je suis venue faire un stage de deltaplane à Montoulieu, juste à côté. Et j'ai rencontré Nicolas qui était élève moniteur. Donc on a commencé à vivre ensemble et puis petit à petit, au fur et à mesure des années, s'est formé le projet de faire quelque chose ici, de rester ici parce qu'on est vraiment tombé amoureux de ce coin-là. On y est bien, c'est un coin superbe. On est entre les gorges de l'Hérault, il y a la grotte des Demoiselles qui n'est pas loin, Montpellier pour la ville qui est à une demi-heure. Voilà, c'est parfait. Dans les Cévennes Méditerranée, un territoire plutôt chevrier, les brebis laitières pour la transformation fromagère étaient plutôt rares. Sophie a un troupeau de 80 brebis de race Laconlais, réputé pour ses qualités laitières. Bien adaptées à la rudesse des étés chauds du sud de la France, les bêtes peuvent sortir à leur guise ou se mettre à l'abri. Pour moi, rentrer dans une bergerie, c'est pas la même chose que rentrer dans une chèvrerie. Rien que l'odeur, l'ambiance, etc. C'est un animal qui est plus docile. Certains diront plus bête, mais c'est pas vrai du tout. Voilà, c'est plus facile, je trouve. La brebis elle a quand même du caractère, mais Nicolas comme moi, on accroche plus avec les brebis. Donc on a choisi, on ne s'est pas trompé. Les brebis se nourrissent dans les pâturages, mais Sophie complète leur alimentation avec du foin, de la luzerne et du maïs. Elle procède ensuite à la traite chaque soir, comme chaque matin. Allez les filles, réfléchissez pas. Avec le lait de son troupeau, Sophie s'est démarquée par la fabrication de yaourts de brebis qui sont devenus un produit phare. Comme chaque matin dans son atelier, Sophie transforme le lait. Elle commence par le pérail, le fromage typique du coin. Elle vérifie l'acidité, retire le lactosérum et procède au caillage avec les propres ferments du lait. Donc là, il faut briser le caillé. C'est un peu la spécificité du caillé de brebis. Ce caillé lactique se différencie du fromage de chèvre où sont utilisés de gros morceaux. Les fromages de Sophie sont ensuite moulés, égouttés et salés. Donc ces fromages, je les sale. Ils ont déjà été salés hier quand je les ai retournés dans les faisselles. Et là, c'est la deuxième phase de salage. Ils sont salés des deux côtés avant de partir en affinage. C'est dans cet alloir qu'a lieu l'affinage, la période de maturation des fromages. On a des fromages qui sont en train de s'affiner, qu'on retourne régulièrement. On a les très frais, il y a des amateurs, ils peuvent partir demain. On a des mi-frais qui ont entre une semaine, 10 jours, ensuite des plus affinés, jusqu'au très sec. Ça, par exemple, avec une jolie petite couverture bleue. Et puis, il y a notre tome. Ça permet de reporter le lait. Les périodes où on a beaucoup de lait, on fait des tomes qu'on va vendre 2 mois plus tard, minimum. Il y en a pour tous les goûts.
À une quinzaine de kilomètres de là, à Montoulieu, Kevin Soulier se démarque lui aussi en cultivant de la spiruline. Du nom latin Arthrospira platensis, cette microalgue au goût peu prononcé était déjà prisée des Aztèques pour ses propriétés nutritives. Donc là, j'arrive tôt le matin, je vais mettre en place mon barrage flottant pour pouvoir récolter par écrémage. La spiruline a besoin de chaleur et de soleil pour son développement et la photosynthèse. Sa récolte est très saisonnière et se fait quotidiennement de mars à octobre. Les bassins de spiruline entrent ensuite en totale hibernation jusqu'au printemps suivant. Donc voilà, là on a mis notre barrage flottant, donc au bout de 20 minutes, une demi-heure, on a une belle couche flottante de spiruline. Donc avec ce petit outil qu'on a fabriqué nous-mêmes, je vais ramener la couche flottante vers moi au maximum pour pouvoir la récupérer par écrémage. Kevin tend une grande toile avec une maille très fine de 50 microns. En effet, les organismes de spiruline sont microscopiques et ne font que 30 microns, quasiment invisibles à l'œil nu. On ne peut que distinguer leur couleur au creux de la main. Et on voit cette belle couleur verte. Nous, on évite le gaspillage sur la ferme, donc toute l'eau de filtration qui passe à travers retourne dans le bassin pour profiter à la spiruline qui est encore dans le bassin, ce qui nous évite des pertes en eau et de devoir en rajouter après derrière. Voilà. Tombé amoureux de la spiruline pour ses avantages écologiques et ses qualités nutritionnelles, Kevin a tiré un trait sur sa vie d'ancien prothésiste. Il a trouvé un sens et un intérêt éthique et a installé ses 600 mètres carrés de bassin avec son associé Florent. Depuis 3 ans, c'est un nouveau décor qui s'offre à lui. J'ai un vrai cadre de vie, je suis dehors, j'entends les oiseaux chanter, je me lève en même temps que le soleil. C'est quand même super agréable, quoi. C'est pas comparable, c'est mon bureau. C'est mon bureau ici, au milieu des arbres et de la prairie. Donc c'est très appréciable de ce point de vue-là. Même si c'est pas tous les jours facile, hein, l'agriculture, c'est vraiment... c'est pas évident. C'est pas évident de réellement s'en sortir. Mais on est sur la bonne voie. Et on y croit, surtout. Il faut être passionné. Travailler en associé dans la culture de spiruline permet de pouvoir s'offrir du temps libre. Car comme dans tout élevage, cet organisme vivant nécessite une présence quotidienne à l'année. Donc là, voilà, la filtration est terminée. Donc on a une belle biomasse de spiruline bien égouttée. Donc là, voilà, on a vraiment ce qu'on appelle une biomasse très très crémeuse. Donc là, c'est vraiment agréable à voir, à toucher comme texture. On est content quand il y en a beaucoup, quoi. Dans son laboratoire, Kevin peut surveiller la santé de sa spiruline. Elle est originaire d'Inde et sa structure, similaire à une double hélice d'ADN, est en forme de spirale, d'où son nom. Dans une autre pièce, Kevin transforme l'algue, ou plutôt, il la modifie. Après avoir pressé la biomasse pour en évacuer l'eau restante et obtenu cette pâte épaisse, il la presse pour en faire des spaghettis. Donc là, c'est vraiment... moi, c'est une de mes étapes préférées. C'est assez calme, c'est très esthétique. Comme vous pouvez voir. C'est un moment où je suis concentré, je suis un peu dans ma bulle. L'important, c'est de faire des spaghettis sans faire de gros pâtés pour bien que ça sèche. Et je sais que c'est très joli à voir aussi. Moi, j'aime beaucoup les voir se poser délicatement là, sur la clé. C'est sympa. C'est un moment où on s'applique comme si on dressait une assiette en fait, pour faire des belles spaghettis. Kevin place la spiruline en séchoir à une 40aine de degrés pendant 6 à 7 heures. Il faut être prudent car cette algue extrémophile devient vulnérable sortie de son milieu naturel. Donc je mets des gants parce que là, maintenant elle est séchée, elle n'est plus dans son milieu de ce qu'on appelle extrême, à un pH très élevé, une salinité aussi très particulière, ce qui fait que sous nos latitudes, on va être très peu gêné par les contaminants tant qu'elle est dans son milieu de culture. Après, quand elle est sortie, une fois qu'elle sera pressée ou dans la sortie de séchoir, là par contre, faire très attention parce que ça peut être une aubaine justement pour tous ces contaminants vu qu'elle est très riche au niveau nutritionnel. Donc voilà les clés de spiruline avec la spiruline séchée de ce matin, de la récolte de ce matin. La spiruline est concassée et prête à être ensachée. Dans le commerce, on peut la trouver sous différentes formes, en poudre ou en comprimé.
Mais Kevin privilégie cette forme en brindille, moins dénaturée, une valeur sûre pour la conservation de ses qualités nutritives. De son côté, Sophie fait essentiellement de la vente directe et des marchés. Aujourd'hui, elle est de permanence dans la boutique paysanne créée par une vingtaine de producteurs avec un objectif simple, mutualiser pour valoriser au mieux et sans intermédiaire. C'est nous-mêmes producteurs qui vendons nos produits et on a un contact vraiment fort avec les clients, qu'on connaît certains très bien, qui nous connaissent, on peut échanger sur les produits, on peut donner toutes les informations sur l'exploitation. Et voilà, c'est très enrichissant pour tout le monde. 3 mi-frais ? Ok, je vous les apporte. Ici, ces yaourts de brebis ont un franc succès. Ils se dégustent salés, en accompagnement avec du curry, en tzatziki, nature ou avec du sucre, de la compote, du sirop d'érable ou de la confiture. Excellent. Voilà, mais le lait de brebis, c'est le lait idéal pour faire des yaourts en fait. On met des ferments, donc il y a une certaine acidité, mais qu'on ne ressent absolument pas en bouche. C'est très doux. Les gens souvent s'attendent à quelque chose de fort, alors qu'en fait, on est dans la douceur extrême. Oui, parce que par rapport aux chèvres et la vache, Voilà. c'est une grosse différence. Dans leur structure, les producteurs ont ouvert un petit restaurant qui propose des plats concoctés par le chef cuisinier Laurent avec les produits de la boutique. Sophie lui fait déguster ses derniers fromages. Il est très bon, très frais, crémeux, limite un peu mousseux et pas trop fort en goût. On sent que c'est vraiment un fromage frais, mais on sent quand même un bon lait de brebis. Très bon, merci. Mais je vous en prie. Un autre ? Kevin Soulier et son associé Florent, ancien cuisinier, préparent un petit événement dans les bois autour de la spiruline. Donc voilà, là on est sous le mûrier à côté de la ferme. Donc on a invité quelques amis qui aiment la spiruline pour venir faire une petite dégustation, présenter un peu ce qu'on peut faire avec. Et régulièrement, donc nous on fait les foires, on fait les marchés et on fait découvrir la spiruline aux gens, on fait des dégustations un peu plus simples qu'aujourd'hui parce que beaucoup de gens connaissent la spiruline de nom, ça commence à être connu et reconnu, mais peu de gens ont compris encore que c'était un aliment, qu'on pouvait vraiment l'incorporer dans la nourriture. Du coup on fait des petits tapas ou des petites préparations à base de chèvre. Si certaines personnes ont une appréhension sur le goût, elles sont vite conquises et attirées par les aspects positifs. La spiruline participerait au bien-être général et la manière de la cuisiner est vaste. Délices de tomates, tapenade verte ou noire, elle s'accorde avec de nombreux plats, saupoudrés ou fraîches. Il y a une chose très importante en cuisine à savoir sur la spiruline, c'est qu'il ne faut pas la cuire, c'est très dommage de la cuire parce qu'on va perdre ses propriétés, elle va être chauffée à trop haute température. Donc ça peut donner une belle couleur, mais au niveau nutritif, ça n'a plus aucun intérêt. Donc voilà. On peut saupoudrer sur des plats chauds, mais toujours après cuisson dans l'assiette. Petit pistou spiruline fraîche avec de l'ail, de l'huile et un peu de citron, je crois qu'il a mis. Voilà. Qu'est-ce que tu veux? Un bon délice de tomate spiruline pour la petite Maya. Merci. Grâce au succès de leur audace, Kevin et Sophie contribuent à l'activité florissante et moderne du terroir, tout en préservant la beauté naturelle des Cévennes méditerranéennes. Partons maintenant découvrir un autre emblème du terroir, l'oignon doux des Cévennes. Apparu au Moyen-Âge sur le versant sud des montagnes, il est mentionné dans les textes dès 1409. Depuis, il est devenu le fleuron de sa région, l'oignon doux des Cévennes. D'abord produit de consommation personnelle, il est commercialisé à la fin du 19e. Premier oignon d'Europe à obtenir les deux appellations d'origine, sa production est répartie sur 32 communes. Seule variété cultivée en terrasse, son mode de production participe au dessin singulier du paysage cévenol. Sa culture dans des sols sableux lui permet d'exprimer pleinement son potentiel et sa douceur.
Traditionnellement tressé, technique qui permettrait une meilleure sèche et conservation, ce joyau régional est reconnaissable par sa forme ronde et sa robe nacrée. Après effeuillage, il laisse apparaître une chair blanche aux notes sucrées. Consommé cru ou cuit, il se savoure aussi bien farci qu'en tarte ou en soupe. Riche en oligo-éléments, en minéraux et en vitamine C, une fois dégusté, on lui pardonne vite les quelques larmes versées pendant sa coupe. C'est de la nature que proviendra toujours notre alimentation. Dans l'écologie en action, on se penche sur la préservation des animaux qui participent eux aussi au maintien des écosystèmes. Faits de gorges et de cours d'eau, les paysages des Cévennes méditerranéennes évoluent au fil des heures en un camailleux de vers spectaculaire. Ce patrimoine géologique millénaire se dévoile aussi sous terre dans les grottes des Demoiselles, qui abritent stalactites géantes, stalagmites et draperies translucides. Les Cévennes méditerranéennes abritent également une faune sauvage dense et variée. Malheureusement, la cohabitation entre les hommes et les animaux n'est pas toujours simple et crée de grands blessés. Elles, dès qu'on les aura traitées, on les mettra en grande volière, en petite volière pour les relâcher bientôt. Marie-Pierre Puech est vétérinaire. Elle a créé il y a 25 ans l'association Goupil Connexion dans le but de protéger les espèces et sauvegarder la nature de proximité. 500 bénévoles y sont engagés. Dans cet hôpital faune sauvage qu'elle a créé il y a 13 ans, Marie-Pierre soigne gratuitement des animaux retrouvés. Ce qu'on espère, c'est que ce soit non seulement un lieu de réparation, mais d'abord de prévention. Comment arriver, par la sensibilisation, l'émerveillement, à faire prendre conscience que cette diversité du vivant, c'est notre vie. Une nature en bonne santé, c'est des humains et des paysans et des paysages en bonne santé. En 2019, 3400 animaux ont été soignés ici. Impact sur les routes, lignes électriques ou pesticides, ils sont victimes de l'activité de l'homme. Là, il s'agit d'une femelle aigle royale qui, elle, a pris une ligne électrique. Elle a perdu un bout de la main. Cet oiseau a 4 ans et elle ne revolera plus jamais. Dans son association, Marie-Pierre fait également de la sensibilisation auprès d'un très jeune public. Notre premier projet à Goupil, en termes d'éducation avec les enfants, ça a été enfants, pays, paysans, attention fragile. Et pour moi, c'est une évidence. Et l'animal, il est au milieu et personne ne le voit. Ils sont aussi invisibles et autant invisibles que les bergers. Qui sont des taiseux, qui ne parlent pas. Et ce monde continue d'écraser cette beauté du monde, y compris chez nous. Donc ce n'est pas la peine d'aller au Népal ou au Costa Rica. La beauté est là et à nous d'en produire. Marie-Pierre est issue d'une famille de paysans et d'un père médecin. Elle a rapidement fait le lien entre les deux domaines. Les animaux malades des hommes, les hommes malades des animaux, longtemps ça a été les boucs émissaires favoris. Et c'est facile, les animaux ne parlent pas, je parle pour eux. Donc devenir porte-voix, porte-parole de ces taiseux, ça m'a été évident. En effet, les morts et blessures animales ne sont pas uniquement dues aux accidents involontaires. Certaines espèces, du fait de leur nuisance ou d'idées véhiculées, deviennent des bêtes à exterminer. C'est le cas du renard, par exemple. Dans ce monde encore en France, qui est pourtant urbain à 85% et qui subit la législation d'une ruralité d'un autre temps, on se retrouve sur une espèce qui est chassable et détruite entre 600 000 à 1 million d'individus chaque année. Donc là, on se dit, c'est vrai qu'on ne va pas l'offrir à un paysan qui élève des poules. Et on essaie à la fois de réconcilier l'homme avec ce petit rouquin, mais pas en faire non plus un animal de compagnie. L'association Goupil Connexion travaille directement avec des agriculteurs. Des placettes d'équarrissage ont été mises en place pour qu'ils viennent y déposer leurs carcasses d'animaux d'élevage. Des vautours, rares et emblématiques comme le percnoptère, y font naturellement leur travail. Au lieu d'envoyer tout par des services de l'équarrissage qui fait 1200 km aller-retour au nord de l'Allier, au nord de Clermont-Ferrand, pour faire marcher des cimenteries avec du pétrole et de l'autoroute, on a un système qui est tout de suite qui s'engage pour le climat. On s'engage sur la biodiversité, on s'engage sur la qualité, l'éthique, et on s'engage pour le climat. Donc les Cévennes en résistance aux côtés des percnoptères et aux côtés des bergers. C'est ça qui est intéressant. Marie-Pierre souhaite relâcher les animaux de la façon la plus sauvage possible, mais il est parfois nécessaire de réinclure l'humain dans le processus. Aujourd'hui, 2 chouettes hulottes vont être relâchées sur une exploitation.
du sport. Voilà. Voilà, prête à l'envol, j'enlève la bague de travail. Prête à repartir dans la grande forêt cévenole, à manger, proche des agriculteurs, à manger les rats et les souris. C'est le moment pour ces chouettes de retrouver leur liberté et de cohabiter avec cet éleveur. Voilà, et ben merci. Il en prend soin désormais. Et on la lâche au premier soir sur la chèvrerie de chez Norbert. Et pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, notre guide hédoniste vous donne 4 adresses à tester absolument. À Saint-Sauveur-Camprieux se dresse l'abîme de Bramabio. Il tient son nom de l'occitan brame de bœuf pour le son émis par la rivière du Bonheur qui en jaillit, rappelant un râle bovin. Sur un circuit aménagé d'1 kilomètre, plongez dans son antre et arpentez ses tunnels le temps d'une visite guidée. À la sortie, une surprise vous attend, la découverte d'empreintes de dinosaures. Pour les férus de sensations fortes et vertigineuses, prenez de la hauteur sur la Via Ferrata du Torac. Surplombant les gorges de l'Hérault, un parcours ludique aménagé permet de découvrir le plaisir de la grimpe. Une balade en pleine paroi, ouverte aux passionnés comme aux amateurs dès l'âge de 12 ans. Au cœur de la ville, le marché de Ganges vous invite les mardis matins à découvrir les produits alimentaires locaux. Fromage, viande et poissons, fruits et légumes, toutes les saveurs sont là. Le vendredi matin, plus traditionnel, il s'agrandit et anime toute la ville. En plus des produits de la région, on retrouve étal de vêtements, chaussures et quincailleries. Et maintenant, direction Montoulieu. Plat maison, produits frais et de saison, le Masmut est un restaurant, mais pas seulement. Ici, la préhistoire est le maître mot. Avec ses ateliers d'archéologie du geste, vous pourrez apprendre à fabriquer des outils ou faire du feu, le tout dans une logique de réflexion autour de la société de consommation. Cette virée gourmande ne serait pas complète sans une visite dans les cuisines du chef Guy Martin. Aujourd'hui, je cuisine pour vous des noisettes d'agneau rôties, royales d'oignons doux, des Cévennes. Pour réaliser cette recette pour 4 personnes, il vous faudra une selle d'agneau, 30 g de fond de volaille en poudre, 10 centilitres de vinaigre de RRS, 50 g de beurre, 300 g d'oignons doux des Cévennes, 40 centilitres de crème épaisse, 25 centilitres de crème fleurette, 30 g de beurre, 6 œufs, 150 g d'olives noires dénoyautées, 40 g d'anchois, 20 g de capre, 4 figues, une gousse d'ail, 20 centilitres d'huile d'olive. Épluchez les oignons et les émincez. Dans une casserole, ajoutez 30 g de beurre, les oignons émincés et les faire revenir. Diluez le fond de volaille dans 6 décilitres d'eau chaude, en réservez 1 décilitre pour le jus, puis ajoutez le restant et laissez compoter une bonne vingtaine de minutes. Ajoutez les crèmes épaisses et fleurettes, couvrir et laisser infuser 30 minutes hors du feu. Mixez l'ensemble, que l'on appelle en cuisine l'appareil, et passez au chinois. Rectifiez l'assaisonnement. Ajoutez 2 jaunes d'œufs et 4 œufs entiers. En mixant la royale, vous allez obtenir une texture complètement souple, complètement soyeuse, qui est beaucoup plus délicate à déguster et toutes les saveurs sont bien mélangées et en harmonie. Dans un plat allant au four, disposez des moules individuels d'environ 8 cm et les beurrez. Mettre la royale dedans et ajouter de l'eau au fond du plat. Cuire dans un four préchauffé à 85 degrés pendant environ 50 minutes. Éplucher et dégermer l'ail. Mettre dans un mixeur les olives noires, les capres, les anchois et l'ail, puis saler et poivrer. Mixer, ajouter l'huile d'olive, puis mixer de nouveau et réserver. Couper les figues en 4 et les déposer sur une plaque. Pour obtenir encore un résultat plus gourmand sur les figues, ajoutez un peu de sucre et des noisettes de beurre. Mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 3 minutes. Dégraisser les noisettes d'agneau et les assaisonner. Les faire revenir dans une poêle avec un peu d'huile d'olive, puis les colorer, les retourner. Ajouter une noisette de beurre et prolonger la cuisson 5 minutes maximum. Débarrasser les noisettes, enlever la graisse et déglacer avec le fond de volaille.
Laisser réduire, ajouter une goutte de vinaigre et monter au beurre. Pour le dressage, démouler la royale d'oignon et la déposer au centre de l'assiette. Disposer la noisette d'agneau coupée en 4 sur l'assiette et saucer. Mettre 3 quenelles de tapenade et 3 quartiers de figues rôties. Ajouter quelques fleurs si possible pour le décor. Je vous souhaite une excellente dégustation et je vous dis à très vite pour une nouvelle recette.